Donc bonjour à tous et bienvenue à ce sprint 42, sprint Easy Parse Easy Mesure, qui a commencé le 24 juin et qui se termine aujourd'hui le 8 septembre. L'épisode précédent était essentiellement consacré à Sushi. On est sur une lancée. On va en reparler, on va le réévoquer. C'est pas totalement terminé, mais ce sprint-là est un peu spécial. Hein, il est un peu particulier. C'est le sprint 42. Alors, ça va parler aux geeks. C'est le nombre magique, hein, c'est le nombre universel, 42. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé parce que c'est la réponse universelle, avec un petit jeu de mots avec EasyParse, bien sûr. Voilà. Le sommaire pour la sprint review 42, qui est assez chargé, comme vous le voyez. Bon, c'est un sprint particulier aussi dans le sens où il s'est déroulé pendant les vacances. Donc, au niveau de l'équipe, pendant les vacances, on est assez désynchronisé, donc on n'est pas tous présents en même temps. Donc, on profite de cette période pour faire des tâches qui sont en cours, réduire la dette technique, en profiter pour mettre à jour la doc, des choses qui demandent moins de synchronisation que d'habitude. Et comme ça a duré aussi assez longtemps, le sprint est assez chargé. Donc on a nos chapitres habituels, la communication, analogiste, EasyParse, la nouvelle section avec UnPaywall et un gros point EasyMesure. Je commence par la communication. Donc on a un certain nombre de métriques. Je vais passer. On a fait des supports. On a eu donc 8 nouvelles installations. Pas que en France, hein, aussi pas mal à l'étranger. Pas mal à l'étranger, et ce qui explique aussi qu'on a aussi fait un effort pour traduire certains articles du blog, ceux qui permettent en particulier de collaborer, parce que donc on a des utilisateurs étrangers et on travaille aussi, je vous le rappelle, pardon, avec l'OCLC. Qui est dans une phase où ils souhaitent aussi collaborer à l'écriture, enfin l'écriture de parseurs ou l'analyse de plateforme. Donc pour qu'ils puissent nous aider, on a traduit un certain nombre d'articles dans le blog en anglais. On a fait aussi beaucoup de rendez-vous, 14 rendez-vous personnalisés avec 18 heures, plus de 18 heures consacrées au support. Bon, vous savez qu'on propose des formations, mais nous sommes dans une période, enfin les formations qu'on propose sont essentiellement destinées en présentiel, les formations standards. Comme on est dans une période où on ne se voit moins en présentiel, donc on a fait pas mal de choses en ligne, ce qui explique qu'on a passé beaucoup de temps. Bon, si vous avez besoin de formation, enfin Fred en reparlera. On a eu 2 feedbacks utilisateurs, et puis la nouvelle métrique, on a eu 6 inscriptions EasyMesure, dont 2 en interne. Voilà, je passe au slide suivant. Analogiste, et ben je passe la parole à Fred. Merci. Alors bonjour à tous. Donc pour les métriques, donc pendant ce sprint long des vacances, donc on a 453 plateformes recensées, donc une nouvelle plateforme ajoutée. On a 307 parseurs qui sont intégrés dans EasyParse, dont 182 qui sont utilisés par l'ESR. Donc ce sont des chiffres EasyMesure du mois d'août 2020. On les verra ensuite. Et puis, donc, on a un taux de couverture de 67,77% et dont 54,4% qui sont utilisés par l'ESR. Donc, ça, c'est les chiffres pour une année complète de 2019. Donc, le slide suivant, donc là, je vais vous parler des métriques EasyMesure. Donc, on a, depuis la période du mois de janvier au mois d'août, 47 millions d'événements de consultation qui sont chargés. Il faut savoir qu'en moyenne, tous les jours, on a environ 70 chargements qui sont faits automatiquement dans EasyMesure. Donc, on se rend compte donc que nous avons 182 parseurs qui fonctionnent actuellement donc pour ces chargements. Et puis, la plus grosse plateforme éditeur qui est consultée,
c'est Kern et ensuite c'est Science Directe. Alors on va passer à la partie mise à jour, donc avec un petit récapitulatif cet été. Donc on a eu une journée parseur qui s'est déroulée le 8 juillet, donc avec Yannick et Steven et moi-même. Donc après la mise à jour donc du middleware Crossref, donc qui a permis de faire des corrections sur les ISSN et les titres de publication, ainsi qu'un ajout dans les headers, donc c'est dans la partie d'EasyParse qui vous permet de rajouter des fonctionnalités. On a maintenant la possibilité d'avoir donc ce qu'on appelle le cell utilisateur unique, c'est d'avoir un utilisateur pour une session unique, ce qui permet donc pour chaque traitement donc d'avoir un chiffrage des loggings de l'utilisateur, et c'est le même chiffrage pour tous les traitements. Donc, on a retraité donc les données du portail BIP CNRS et INSERM pour 2019 et 2020 dans EasyParse. Côté donc mise à jour des parseurs, on a travaillé sur deux plateformes, dont la première c'était un parseur qui a été initié par notre collègue américain Alex Cooper. Donc, ça a permis donc de détecter un identifiant PII. L'identifiant PI, c'est l'alternative ID, comme on appelle ça dans notre jargon, c'est l'identifiant alternatif au DOI, qui est utilisé principalement par la plateforme Elsevier. Et puis pour la plateforme Cochran, là par contre on a un DOI et donc on a mis à jour les analyses. Vous retrouverez tous ces détails de ces mises à jour dans un article qui a été publié dans le blog et donc qui détaille toutes les opérations. On a aussi travaillé sur la base citationnelle Web of Science pour justement, donc ce travail a été fait avec la collaboration de Thomas pour être au plus près donc des stats éditeurs qui sont fournis donc par ces bases citationnelles. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, pour EasyParse, que la consultation d'une référence bibliographique, nous l'avions typée ref, alors que pour la norme counter, c'est record you. Donc, on a fait ces modifications pour être au plus près. Et on a aussi actuellement fait un travail sur la plateforme Scopus, mais on en parlera à la prochaine sprint review. On en a profité aussi pour mettre à jour le champ DBID. Donc, c'est le champ qui permet dans EBSCOhost d'avoir le nom de la base de données utilisée. Et auparavant, ce champ était renseigné dans les title ID, donc c'était erroné comme information. Et là, je laisse la parole à Steven. Une mise à jour a été effectuée sur l'interface d'EasyLogger suite à un oubli. En fait, on avait mis à jour le framework graphique de l'interface d'Analogist et il y avait juste eu un oubli dans l'affichage de EasyLogger, donc ça a été corrigé. Pour le remettre à l'affichage actuel, bien formaté et assez lisible. Et donc on va passer à EasyParse du coup. Alors, donc, première chose, donc on a eu un certain nombre d'interactions avec Open Edition, qui est du coup un partenaire assez privilégié depuis un certain temps. Donc, pendant ce sprint, ils ont encore été très actifs d'un point de vue développement, ce qui naturellement a donné lieu à un certain nombre de questions et de retours de mails. Donc voilà, on leur donne leur petite slide. Voilà. On continue avec Steven. Oui. Donc il y a une mise à jour sur la documentation d'EasyParse. Elle concerne les middleware, donc une catégorie a été rajoutée pour les middleware. On y retrouvera donc la liste des middleware et si on choisit n'importe lequel de middleware, on trouvera une courte description, les paramètres, donc les headers du middleware, sa configuration, donc aussi bien en Rocket Curl que sur l'interface EasyParse.
Et donc voilà, c'est tout ce qui a été fait sur la doc d'EasyParse pour le moment. On a eu aussi une mise à jour graphique, du framework graphique de EasyParse. Donc nous utilisions Nuke.js Vuetify, qui est juste un package au final du framework Vuetify pour l'intégrer facilement dans EasyParse. Suite à un problème rencontré avec le CLC à l'installation d'EasyParse, nous avons mis à jour l'application pour utiliser directement Vuetify sans passer par Nuke.js Vuetify. Il n'y a pas eu énormément de changements faits dessus, c'est juste pour régler le petit problème d'une dépendance qui était dépréciée. Voilà pour la mise à jour du framework graphique. Ensuite, on a travaillé sur le middleware on-campus counter. Donc, pour rappel, c'est le middleware qui nous permet, dans les éléments de consultation, de dire si les consultations sont faites sur le campus ou à l'extérieur. Donc, il y avait déjà eu un développement dans les sprints précédents qui permettait de spécifier des plages d'IP personnalisées. Et on a eu un retour pendant le sprint de l'université de Toulouse qui nous ont fait une remarque intéressante. Ils auraient aimé pouvoir ajouter le nom des campus en question au lieu d'un simple booléen vrai ou faux. Donc, on a fait un développement dans ce sens et maintenant, il est possible de paramétrer ce middleware pour lier des plages d'IP à des noms de campus pour avoir directement les noms de campus dans les éléments de consultation. Alors là, je reprends la parole pour parler des devoirs de vacances, en fait. Ce sprint, on a fait pas mal de choses qui étaient un petit peu pas forcément en rapport les unes avec les autres. Steven l'a évoqué, on a beaucoup travaillé sur la documentation EasyParse, elle était un petit peu dispersée, donc ça devenait difficile, elle est assez riche, mais ça devenait difficile de s'y retrouver. Donc on a documenté comment générer la documentation, on a documenté la configuration de la documentation. Au niveau EasyParse, on a rajouté les champs qui sont remplis en sortie par défaut. Pardon. Comme l'a évoqué aussi Fred, on a travaillé sur les parseurs, EBSCOhost, on a rajouté le champ BData en sortie. Au niveau des tests, on avait des petits soucis avec Travis, on avait des fausses erreurs, c'est-à-dire que Travis partait en timeout alors que c'était pas nécessaire. Donc maintenant, Travis, on lui fait attendre que les PKB soient synchronisés pour lancer les tests, et donc du coup ça se passe mieux, et donc on n'a pas des faux rouges au niveau Travis. Et puis on a ajouté des champs pour les headers avancés, dans l'interface web d'EasyParse, au niveau du paramétrage des traitements, on peut mettre des headers avancés, en particulier pour les middleware. Et donc le problème, c'est que il faut connaître ces headers. Et donc on a travaillé pour que ça soit plus facile, pour qu'il y ait des suggestions pour les headers adaptés en fonction des middleware. Et on est encore en train de travailler là-dessus, Steven en particulier, pour faciliter en fait ces appels. Donc voilà, il y a pas mal de choses, c'est un peu en vrac. Voilà. Mais ça nous évite, ça nous permet d'éliminer un peu de la dette. La section sur Unpaywall. C'est un petit point sur Unpaywall. Vous avez déjà dit que nous avions pris un stagiaire pour travailler sur un serveur Unpaywall. Donc Léo Félix, donc il a passé sa soutenance de stage, il a terminé son stage, il l'a passé avec brio. Il sera de retour parmi nous mi-septembre, dans une semaine, donc pour un CDD jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, on a donc maintenant avec son stage un site EZ Unpaywall, Easy Unpaywall. C'est comme ça qu'il l'appelle, EZ Unpaywall.
ce qu'il a fait, c'est que donc on a un projet disponible sur GitHub, on a cette preuve de concept avec des données réelles, hein, on a un serveur avec des mises à jour automatisées qui viennent de chez Unpaywall. On a validé le fait que le serveur qui a été mis en place est plus rapide que l'API qui est disponible au niveau Unpaywall. Donc on a des temps de traitement EasyParse qui sont multipliés par 10. Comme un serveur qui n'opère que juste une API, c'est un peu frustre, on lui a demandé de faire une home page, c'est ce que vous voyez un peu en copie d'écran en fait, hein, qui fait que quand on se connecte sur le serveur, eh ben, cette page d'accueil nous propose de voir les principales routes qui sont implémentées au niveau du serveur, comme les traitements en cours, l'état de la base, et puis éventuellement la possibilité de faire une requête. Voilà, la suite sur ce projet, ça sera de faire un bilan des choix techniques. On a voulu en fait se caler sur ce qu'avait fait en fait Unpaywall en choisissant une base Postgre. On a vu les limites aussi de ces choix, et donc du coup on va probablement changer les choix techniques, probablement mettre un élastique sur l'interrogation, parce que c'est ce qu'on connaît bien et on a l'impression que ça ira mieux. On va aussi renommer certaines routes, voilà, parce qu'à l'usage on s'aperçoit que ça sera plus pratique si on a des routes qui sont mieux nommées. Et puis on va faire un premier cas d'usage qui va consister à l'analyse des logs de redirection vers les contenus en open access via BIP CNRS. Actuellement on peut le faire, on a en fait une liste de DOI qui sont les plus utilisés, donc on va utiliser l'API Unpaywall pour obtenir un résultat plus riche à ce niveau-là, pas uniquement les DOI mais les titres en fait des articles qui sont les plus consultés, enfin qui sont consultés en open access via BIP CNRS. Voilà. Pour EasyMeasure, le gros chapitre EasyMeasure de ces devoirs de vacances, là aussi on a essayé de faire du ménage. Vous aviez en fait, il y a déjà un bout de temps, un espace commun. Donc là maintenant, si vous vous connectez sur EasyMeasure, vous apercevrez que cet espace commun, il ne vous est plus proposé parce que vous avez chacun des espaces personnalisés. Donc normalement on a rapatrié tout ce qui était propre à chaque organisme de l'espace commun vers les espaces personnalisés. On a fait aussi pas mal de ménage dans les utilisateurs inactifs. On avait des utilisateurs qui s'étaient inscrits dans EasyMeasure mais qui n'avaient aucun droit, et donc du coup on les a désactivés en leur envoyant un message pour les prévenir et leur dire que s'ils étaient réellement, ils avaient l'intention d'être actifs sur EasyMeasure, qu'ils se réinscrivent. Alors sauf pour les plus récents, hein, les utilisateurs les plus récents, on les a pas éliminés d'office, on leur a juste dit de nous prévenir pour qu'on puisse les rattacher à un organisme. Voilà. Pour cette occasion, on s'est fait un tableau de bord spécifique de suivi des utilisateurs. Donc là, en fait, c'est l'avantage d'Elasticsearch, c'est que, Elasticsearch Kibana, c'est que on peut se servir de Kibana pour faire la propre administration en fait du serveur et gérer en fait nos ressources, que ça soit matériel ou logiciel. On a basculé aussi le reporting, hein, on vous a parlé du reporting depuis un bout de temps. On a développé le reporting EasyMeasure. On avait permis de tester le reporting de base Elasticsearch à certains utilisateurs. Donc ces utilisateurs, on les a basculés avec le nouveau reporting. Et on a aussi travaillé sur les premiers tableaux de bord d'agrégation au niveau global. C'est ce que vous voyez un peu en bas à gauche. On a deux visions en fait là dans ce tableau de bord. On a une vision où on voit en fait les chargements de toutes les universités. Sur la partie de gauche par exemple on voit en bleu c'est les articles en fait qui sont consultés, et puis sur la partie de droite en fait c'est la même vision mais par organisme en fait. Donc là c'est pour vous montrer que on peut avoir une vision agrégée de tout ce qui est déposé dans EasyMeasure. Voilà, donc je passe la main à Frédéric par rapport au retraitement et rechargement BIP CNRS. Donc je vous en parlais tout à l'heure dans la partie analogiste. Donc le résultat de ce travail, donc c'est le chargement de toutes ces données retraitées dans
dans EasyMesure. Donc c'est ce que nous avons fait pour le portail BIPCNRS pour l'année 2019-2020. Donc ce qui a permis de prendre en compte toutes les corrections qui ont été annoncées précédemment, et notamment les mises à jour des parseurs qui permettent donc d'avoir une mise à jour globale de l'année de toutes les corrections, et surtout de prendre en compte des consultations qui n'auraient peut-être pas été comptées suite à des manques d'informations dans les parseurs. Voilà. Ensuite, on a également retraité, donc dans la diapo suivante, toutes les données. Dans la diapo suivante. Moi, je suis un vecteur potentiel. Hein. Merci. Donc les données pour INSERM, donc qui est un petit peu le petit frère jumeau de BIPCNRS, puisque il a été donc revu l'année dernière. Donc toutes ces données ont été chargées également, donc pour 2019 et 2020. Et puis dans la diapo suivante, donc on voit un travail qui est un petit peu le cas d'usage. Donc on vous en avait parlé dans un précédent sprint. C'était la possibilité donc à des universités qui ont des chercheurs qui consultent dans BIPCNRS d'avoir un tableau de bord annuel de ces consultations par UMR. Donc à ce moment-là, il suffit de nous envoyer une liste UMR, donc bien formatée, UMR en majuscule et le numéro de l'UMR accolé. Et nous avons la possibilité de vous faire parvenir un tableau de bord avec donc de type un peu JR1 avec les consultations des revues et un histogramme mensuel. Dans la diapo suivante, on voit que pour les tableaux reporting qui sont envoyés aux choristes, on a fait donc la mise à jour du champ portal, j'en parlais également tout à l'heure. Donc là, c'est justement le résultat de cette modification. On avait sur les graphiques avant le champ du portail qui était utilisé avec l'année donc de chargement. Maintenant, ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre avec simplement le nom du portail utilisé. Et puis donc dans le cadre de notre partenariat avec la Bibliothèque nationale du Luxembourg, il existe donc une instance qui est dédiée pour eux, spécialement qui s'appelle, qui est hébergée sous easymetric.inis.fr. Donc c'est un EasyMesure qui est vraiment adapté pour leur utilisation. Et donc dans cette instance luxembourgeoise, nous avons aussi également installé le plugin reporting. Et ce plugin, donc nos collègues du Luxembourg ont pu le tester et le mettre en production. Donc notamment Teresa qui a pu tester ce plugin qui fonctionne également, je dirais, parfaitement. Et là, je laisse la parole à Thomas qui va nous parler des négociations consortiales. Merci Fred. Alors, je vais retrouver une note rapidement. Donc, le chantier de proposer des tableaux de bord avec des vues consortiales, c'est un chantier qui nous intéresse depuis presque le début d'EasyParse, donc ça remonte à un long moment. L'idée, c'est d'arriver à mettre en œuvre les outils qu'on développe depuis presque la fin de l'année 2012 pour proposer des vues consortiales qui permettent aux négociateurs et négociatrices d'avoir des éléments d'assez haut niveau sur les usages qui sont faits des ressources qui sont négociées côté Coucouin. Et donc, on arrive au moment on arrive à ce moment de maturité technique où on est capable de le faire maintenant de deux façons. La première façon que vous commencez à bien connaître, c'est celle de collecter les statistiques EasyParse de tous les établissements qui ont installé et automatisé EasyParse. Donc ça permet d'avoir une première vue agrégée de toutes les données EasyParse pour tous les établissements qui utilisent le logiciel. Et puis le miroir de ça, c'est de pouvoir ingérer des statistiques
compteurs en provenance des éditeurs, que ces statistiques soient à l'échelle de l'établissement ou à l'échelle du consortium, puisqu'on peut faire l'ingestion des deux types de rapports. Et ça permet de monter des tableaux de bord qui représentent ces données. Donc soudainement, et avec un travail qui reste encore, disons, semi-manuel, et Dominique pourra en dire un mot tout à l'heure s'il reste du temps, on peut maintenant utiliser EasyMeasure pour ce travail-là de collecte et mise en forme de ces données-là. Et donc on a mis ça en œuvre récemment pour les négociations qui sont en cours pour les bases de données citationnelles, donc en l'occurrence WOS et Scopus, et en plus de WOS l'outil d'analyse qui s'appelle Insight, et en plus de Scopus l'outil d'analyse qui s'appelle Scival. Et on a proposé à l'équipe de négociation un travail de collaboration sur ces tableaux de bord pour arriver à caler des vues et des informations qui font sens et puis qui les intéressent, parce qu'on le savait, mais on s'en est rendu compte encore à cette occasion-là. Il suffit pas de disposer des données, il faut pouvoir les représenter d'une façon qui conviennent aux négociateurs, parce que ces données, on veut pouvoir en faire quelque chose ou pouvoir en dire quelque chose. Et ça nécessite un travail d'appropriation et de mise en forme. Donc ce travail a été mené ces derniers mois. Et donc l'intérêt pour nous, c'est qu'on commence à faire entrer EasyMeasure dans l'éventail des outils disponibles à la négociation. Et que ça nous semble assez prometteur. Parce que, donc je me répète, mais EasyMeasure permet d'avoir d'un coup d'œil une information précise sur une négociation qui peut être une grosse négociation, qui peut impliquer beaucoup d'établissements, beaucoup d'accès à beaucoup de ressources. Et donc ça c'est un travail qu'on a commencé à mettre en place et qu'on va poursuivre. Et puis pour rappel, mais ça se voit pas sur la diapo, on avait déjà un tableau de bord consortial où sont chargés les stats counters consortiales disponibles. Donc ça représente les statistiques pour 24 éditeurs et une grosse centaine d'établissements pour une échelle de temps qui s'échelonne de 2017 à 2019. Et ça représente un peu plus de 5000 titres de périodiques. Et pour parler en langage EasyParse, plus de 43 millions d'événements de consultation. Donc on va élargir ce travail d'aide à la négociation, enfin d'aide à la négociation sur le plan des statistiques d'usage, puisque la négociation s'appuie sur ces données-là, mais pas seulement. Mais en tout cas, pour ce volet-là, nous, on va se placer en appui logistique et en force de proposition pour les collègues négociateurs et négociatrices dans les mois qui arrivent là. Je crois que j'ai tout dit. Très bien. On passe à la suite avec Steven. Donc, on vous parle du plugin reporting dans EasyMeasure depuis un moment. Donc, il a été mis à jour en vue d'une migration de notre version de Kibana, donc qui doit être en 7.4 vers une 7.9. Donc en fait cette version 7.9, donc on peut le voir sur cette capture d'écran, déjà modifie légèrement l'interface au niveau du menu qu'on peut retrouver à gauche. Donc on voit que tout est découpé en catégories, donc Kibana, le management. Et nous on y a greffé donc une catégorie EasyMeasure, donc pour avoir le bouton de retour vers EasyMeasure comme il est actuellement. Et aussi ajouter notre plugin de reporting. En fait, la mise à jour a été faite puisque Kibana a revu entièrement le système de plugins. Donc ils nous ont mis un joli document de migration sur leur GitHub, mais on aurait pu rester sur la base actuelle du plugin, mais il valait mieux repartir sur une nouvelle base en suivant leur nouvelle API de création de plugins, pour éviter justement d'avoir un plugin déprécié dans les versions futures et de devoir refaire l'étape que j'ai fait là, donc repartir sur une base neuve. Voilà ce qui est pour du plugin reporting. Alors ensuite, donc
on a travaillé à améliorer l'API d'export d'EasyMeasure. Alors, je vais faire un petit rappel parce que l'API d'export, on a présenté ça il y a quelques temps, mais on n'a pas beaucoup parlé après. Alors, l'API d'export, c'est quelque chose que l'on a développé pour répondre à un cas d'usage, à un besoin de la bibliothèque du Luxembourg. Ça nous a permis de faire des extractions de chiffres entre 2018 et 2020. Donc ça, c'est une URL qui permet directement depuis EasyMeasure d'exporter des agrégations de données qui sont donc dans EasyMeasure. Typiquement, ce que l'on voit actuellement, on demande sur BibCNRS INC toutes les agrégations des champs DOI et Publication Title, donc c'est ce qu'on voit ici. Et quand on appelle cette route-là, on va se retrouver avec un fichier CSV qui va contenir toutes les combinaisons de clés entre DOI et Publication Title avec le nombre d'apparitions. Et donc, cette API d'export manquait un poil de flexibilité, donc on l'a améliorée. Slide suivant, s'il vous plaît. Et à présent, elle accepte un nouveau paramètre qui s'appelle filter, qui permet de filtrer les données sur lesquelles on va vouloir faire nos agrégations. Notamment, dans le cas du Luxembourg, ils ont des besoins sur le fait de pouvoir exporter d'avoir des chiffres spécifiquement sur des articles en open access ou pas en open access, par exemple. Et donc, c'est ce que ce champ nous permet de faire. Donc, il est dans un format un peu spécifique qui s'appelle Reason, que je vais pas m'étendre dessus dans l'immédiat. Mais donc, il permet de faire des filtres sur des champs de type chaîne de caractères ou numérique, simple ou pluriel. Typiquement, on peut demander la plateforme Wiley ou alors la plateforme Wiley et kern est filtré sur le statut. Et il permet de faire l'inverse. C'est-à-dire, on peut choisir je veux des agrégations sur toutes les plateformes qui ne sont pas Wiley. Donc c'est relativement simple, mais ça ajoute une couche de flexibilité sur cette API d'export. Et voilà. Ensuite, du coup, donc on a fait un premier pas vers la version entre guillemets open source générique d'EasyMeasure qu'on appelle donc maintenant ReadMetrics. Ça commence à rentrer dans les esprits. Et pour ça, on a fait 4 choses principales dans ce sprint. La première chose, c'est que Shibboleth, la couche d'authentification Shibboleth est maintenant désactivable. 2 minutes. Ouais. Donc, dans le cas où on désactive Shibboleth, l'authentification sur EasyMeasure se fait maintenant via les identifiants Kibana. Et ce qui va se passer du coup dans ce cas-là, c'est que les utilisateurs pour le moment ne pourront pas s'inscrire directement. Les utilisateurs devront être créés directement par l'administrateur via l'interface de Kibana et ils pourront ensuite, via ces identifiants, se connecter pour récupérer notamment leur token d'utilisation de l'API. Ensuite, deuxième chose, on a internationalisé EasyMeasure, donc la page, le front d'EasyMeasure est maintenant disponible en anglais et en français. Troisième chose, EasyMeasure maintenant supporte les certificats SSL. C'est-à-dire que EasyMeasure jusqu'ici était prévu pour être hébergé à Linist. À Linist, étant donné qu'il fonctionne avec un reverse proxy devant lui qui s'occupe de gérer toute la couche HTTPS, donc il n'avait pas besoin de supporter lui-même l'HTTPS et donc il n'avait pas besoin de certificat SSL. À présent, c'est possible. On peut utiliser EasyMeasure sans avoir forcément un serveur devant qui s'occupe de la couche HTTPS. Il peut poser directement un HTTPS tout seul, en sachant que EasyMeasure n'est utilisable, en tout cas l'API, uniquement en HTTPS. Et enfin, dernier point, donc la documentation de l'API d'EasyMeasure qui est présente directement sur le site web EasyMeasure. Jusqu'ici,
Donc cette documentation, elle est utilisable, elle est testable directement depuis le site, mais les URL possibles, c'est-à-dire qu'elle n'est testable que sur la prod EasyMeasure, donc et la pré-prod EasyMeasure, donc les deux instances qui sont hébergées chez nous. Ce qui était problématique, notamment, par exemple, pour l'instance que nous hébergeons pour le Luxembourg, puisque sur leur serveur à eux, on ne pouvait pas tester l'API directement sur cette instance-là. Donc, à présent, la documentation de l'API utilise un lien relatif, ce qui fait qu'on pourra tester directement la documentation sur le serveur sur lequel on se trouve. Et voilà, donc on se rapproche doucement d'un EasyMeasure installable ailleurs qu'à l'Inist. Voilà. Donc ouais, c'est à noter, c'est une étape assez importante. Hein. Jusqu'ici, on s'appuyait sur la fédération d'identité pour reconnaître les utilisateurs. Hein. À partir du moment où ils étaient dans la fédération d'identité, on faisait confiance et voilà. C'était un gros avantage, mais c'était aussi un gros inconvénient pour un EasyMeasure en fait déployable par n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de Shibboleth. Shibboleth, c'était la brique qui était utilisée pour communiquer avec ce tiers de confiance. Donc là, gros point, grosse étape qui va nous permettre de collaborer encore plus avec des partenaires de type Consortium Luxembourg ou de type OCLC. Voilà. Autre point sur EasyMeasure, au cours du dernier sprint, on avait beaucoup parlé de téléchargement Sushi. Donc, qu'est-ce que c'était que ces téléchargements Sushi Counter 5? C'était, on faisait une requête sur sur les sites, sur l'API des éditeurs pour aller rechercher des données d'usage produites par les éditeurs. Il se trouve que on collabore avec OpenEdition pour leur permettre d'utiliser EasyParse pour produire leurs données d'usage, et donc eux aussi ont un rôle d'éditeur, donc eux aussi seront Counter 5, feront son Counter 5 et donc vont implémenter cette API Sushi Counter 5 qui permet de télécharger des données. Donc on a utilisé leur API, on a testé leur API Sushi pour voir si elle fonctionnait comme celle des autres éditeurs. Donc on est en interaction avec eux pour leur dire comment ça se passe quand on utilise leur serveur, leur API Sushi. Donc c'est un premier test, donc on leur a fait un retour. Donc c'est pour signaler que on a pas mal d'interactions avec OpenEdition. Je vais continuer. Donc la sprint review va se terminer. Donc c'était une sprint bien riche, comme vous avez pu le voir. Donc la prochaine date de revue de projet, c'est le mardi 6 octobre 2020. Donc on a déjà un peu planifié jusqu'à la fin de l'année. Donc la SR44, ça sera le 17 novembre et la SR45 le 15 décembre. À noter que ce mois-ci, vous avez donc les réunions GTI en visio, donc qui ont été programmées donc le 14 septembre, pardon, et ensuite le 15 octobre et le 23 novembre. En ce qui concerne donc la ligne de vie, on voit que donc pour les prochaines revues de projet, donc on va s'attaquer à l'automatisation Sushi Counter 5 et aussi au reporting Vega. Donc ce serait une nouvelle possibilité de reporting intégré directement à un formulaire. La page profil EasyMeasure, donc qui était prévue en août, donc est un petit peu en retard, mais on travaille dessus justement parce que on veut régler des problèmes d'administration. Donc on vous en reparlera à la prochaine sprint. Ce sera sûrement le thème de la prochaine sprint.
Ok, oui, à signaler donc on a fait une pause en fait au niveau du chargement des statistiques sushi, enfin des données d'usage de type sushi Counter 5. On reprendra donc, j'avais parlé d'une deuxième phase. On reprendra cette deuxième phase avec la mise à disposition de la page profil et Easy-Mesure. Donc cette page profil, elle sera ouverte progressivement aux organismes avec qui on va évaluer cette nouvelle fonctionnalité. Donc ça va être vraiment l'objectif du prochain sprint. Alors vous voyez qu'on a quand même plusieurs grandes orientations générales. On a d'une part ce qu'a présenté Yannick et qui est relativement fondamental, c'est-à-dire Read Metrics, donc le MVP. Donc on va continuer à travailler là-dessus, mais en fait ce MVP, il embarque toutes les fonctionnalités qui sont déjà présentes dans Easy-Mesure, en particulier ce téléchargement sushi, en particulier le reporting Easy-Mesure, et puis on va essayer d'améliorer, comme le disait Fred, ce reporting pour faire éventuellement même des reports PDF un peu plus jolis. Donc c'est des choses qui seront possibles avec Vega, avec un autre plugin, et donc on va travailler là-dessus. Et puis aussi, vous commencez à voir que on peut vous êtes quand même une soixantaine d'organismes qui ont téléchargé des données dans Easy-Mesure, et c'est en augmentation constante. Et donc on peut avoir une vision agrégée en fait de ce qui est consulté de manière générale dans l'ESR. Et donc on est en mesure de, comme le signalait Thomas, de proposer en fait des chiffres de consultation qui sont valables, qui sont crédibles pour l'ensemble de l'ESR, et donc qui vont aider aux politiques de négociation éventuellement, ou aux politiques d'orientation au niveau des négociations nationales. Voilà. Donc tout ça, on va essayer d'avancer de front et progressivement, tout en conservant nos collaborations, Open Edition, OCLC, Bibliothèque du Luxembourg, et élargir en fait ces collaborations en proposant donc un read metrics qui sera utilisable dans un contexte qui n'est pas celui forcément de l'ESR. Voilà. Et la prochaine diapo, donc je vais parler des formations. Donc pour nos formations, donc vous savez que la crise sanitaire, ça nous a un petit peu bloqué dans l'organisation d'ateliers en présentiel, ce qui explique, on l'a vu dans les métriques de communication, l'augmentation des supports donc pour les collègues dans les établissements, et notamment cette augmentation de support, c'est important pour nous et pour vous, puisque ça nous permet d'organiser donc des petits groupes de travail, justement pour des nouveaux déposants. On a par exemple l'Université de Bretagne Sud qui vient récemment de déposer dans Easy-Mesure. Donc ça nous a permis de faire une présentation des tableaux de bord et du fonctionnement de la suite logicielle EasyParse, Easy-Mesure. Donc on va continuer donc dans ces supports, et on vous invite, tous les établissements qui ont besoin de revoir certaines choses, notamment la création des visualisations dans Easy-Mesure, mais aussi ça peut être de l'analogiste, avec un besoin pour une aide sur l'analyse des plateformes, et aussi ça peut aller jusqu'à la comparaison des statistiques éditeurs et des données d'usage d'EasyParse, puisque maintenant de toute façon la tendance, ça va être d'avoir la possibilité d'avoir dans le même espace vos données EasyParse et vos données des Counter 5 Sushi. Donc il va y avoir plus de possibilités aujourd'hui d'avoir ces comparaisons. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on fasse des supports ensemble, et puis de nous communiquer des créneaux, dates horaires, et on essaiera de mettre au point tous ces ateliers ensemble. Voilà ce que je voulais dire sur les formations. Il reste un tout petit peu de temps, on peut éventuellement prendre quelques questions, si jamais il y a des questions. Je vois rien dans le chat, mais vous pouvez soit mettre vos questions dans le chat, soit intervenir.
Bonjour. Bonjour Sophie. J'ai une question au sujet du reporting. Si on n'a pas le bouton Easy Measure sur l'interface Kibana, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la bonne version de Kibana? C'est parce que vous n'avez pas les droits et qu'on vous les a d'accord. pas encore accordés. Donc du coup, il faut nous le demander. Et donc vous, c'est quel organisme? Paris Paris 8. Paris 8. Ah donc du coup, ah oui, Paris 8. Alors peut-être que vous faites partie de ceux que j'ai pas migré alors, du coup, parce que vous l'aviez avant, peut-être, non, c'est ça? Oui, il l'avait avant. D'accord. Oui, on avait un reporting. D'accord. Ah ben on va vous activer ça tout de suite. D'accord, merci. Parfait. Ah oui, juste une remarque à propos de la question de Sophie, parce que c'est pas la première fois que cette question est posée. En fait, le Kibana, il y a pas de, vous pouvez pas avoir la mauvaise version. En fait, il y a une seule version de Kibana qui existe, c'est celle d'Easy Measure, et c'est l'équipe Alinist qui la met à jour. En fait, vous, en établissement, la seule version de logiciel que vous avez, c'est celle d'EasyParse, que vous avez besoin de tenir à jour, évidemment. Mais tout ce qui concerne Easy Measure, c'est hébergé à Linist et opéré par Linist. Donc c'est, y a pas de, vous aurez jamais de problème de version avec Easy Measure, parce qu'il n'y a qu'une seule installation d'Easy Measure et qu'elle est gérée directement à Linist par les collègues à Linist. Et d'ailleurs, on peut signaler qu'en fait, Easy Measure, Elastic, Easy Measure est basé sur le stack Elastic Kibana. Et en fait, le stack Elastic, la stack Elastic Kibana évolue assez rapidement en fait. Steven vous en a parlé. On se prépare encore à des grosses évolutions. Et en fait, pour les utilisateurs qui nous suivent depuis longtemps, en fait, il y a des choses il y a des scories qui peuvent rester d'anciennes versions en fait, qui fait que les droits doivent être adaptés. Il y a des petites choses à faire dans l'administration. Parce qu'on est assez vigilant sur l'accès aux données et on préfère plutôt restreindre que en fait donner trop facilement l'accès aux données. Donc si vous avez quelque chose qui vous paraît anormal ou n'hésitez pas à nous contacter, à nous dire est-ce que c'est normal ou pas. Voilà. Il y aura aussi donc des changements qui vont arriver dans l'interface là, parce qu'en fait avec la version 7.9 alors je sais pas si ça sera pour le sprint suivant mais peut-être celui d'après, il y aura des modifications dans l'interface. Donc il y a des choses qui se trouvaient à gauche qui vont se retrouver à droite et vice versa. Donc on vous expliquera tout ça, mais voilà, l'avantage c'est qu'on bénéficie de nouvelles fonctionnalités. L'inconvénient c'est que ça bouge et donc il faut vérifier. Il y a pas mal de choses à vérifier et des fois on passe à côté de certains trucs. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions ou en attendant que les gens réfléchissent à des questions, je voulais vous signaler aussi qu'on a envoyé un message, on a fait un article aussi sur le blog, j'en ai peu parlé pendant le sprint, mais vous savez que quand vous chargez vos données de consultation qui sont produites avec EasyParse, vous avez le format de base EasyParse qui vous permet de voir pas mal de choses, notamment au niveau documentaire, mais vous pouvez aussi enrichir vos données, ou vos fichiers de log ou vos données EasyParse avec des caractéristiques utilisateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et l'idée c'est de ne pas le faire en ordre dispersé. Et donc l'idée ça serait de se mettre d'accord sur en fait les informations que vous ajoutez au niveau des caractéristiques de vos utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a récemment publié un article sur le blog à propos des formats en fait. Le format EZC et le format EZE, qui sont les deux formats qu'on souhaite privilégier au niveau EasyParse, Easy Measure, de manière à pouvoir agréger les données en fait. Si tous les organismes, quand ils enrichissent leurs données utilisateurs, utilisaient le format EZE, comme ESR, eh bien on pourrait faire des agrégations utilisateurs au niveau ESR, c'est-à-dire quelle est la part des étudiants qui consultent certaines ressources pour tout l'ESR.
Bon, bien sûr, c'est pas obligatoire, mais plus vous serez nombreux à utiliser ces formats, et mieux ça sera, et plus on pourra exploiter les données, sachant que le format EZE est basé sur une proposition qui a été faite par Rachid Alouat de l'Université de Lille, qui a été un des premiers à enrichir ces données sur un modèle qui est calé sur l'annuaire SUPAN, enfin sur des caractéristiques que la plupart des organismes possèdent dans leurs annuaires. Donc c'est pas forcément compliqué, faut juste bien nommer les champs, voilà, pour qu'on puisse faire des agrégations. Alors il y a un autre avantage en fait à ce type de démarche, c'est que si vous respectez le format EZC ou EZE, au niveau Kibana, nous on peut vous proposer des dashboards par défaut qui reprennent les champs qu'on s'attend à trouver dans les données, et donc du coup c'est tout prêt pour vous, vous n'avez pratiquement rien à faire, et quand vous chargez vos données, on vous met des dashboards par défaut, et ça peut être amplement suffisant pour vous. Voilà. Donc ça peut être pratique, voilà, pour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou on va peut-être arrêter cette session pour aujourd'hui? Donc pas de questions. Donc on va arrêter cette revue de projet. On vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui, et on vous donne rendez-vous au mois d'octobre, le 6 octobre, pour de nouvelles aventures.